Ce soir, à l'émission, pénurie de main-d'œuvre et clientèle en croissance, le CSSMI fait le point. Je tiens à vous rassurer, il y a beaucoup de postes là-dedans, que c'est des postes de quelques heures. Ce n'est pas les postes les plus alléchants qui restent à combler, bien entendu. Là. Et Palliavi récolte une somme record au terme de son événement « Je marche pour toi ». C'est une activité au profit de Palliavi, mais c'est une activité pour les gens, pour les personnes endeuillées. En entrevue, je reçois Lynne des Trois-Maisons et Georges Potier à l'occasion des 38 ans de la Fondation Hôpital Saint-Eustache. Pour amasser des fonds pour la Fondation, mais pour un objectif très précis qui est l'achat d'un microscope électronique de haute qualité. Je m'entretiens également avec le thérapeute du sport Marc Pétrin, désormais à l'emploi des Cataractes de Shawinigan. L'objectif final, c'est toujours de monter, de gravir les échelons puis de monter au niveau supérieur. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous parle des bienfaits de l'activité physique chez les 12 à 17 ans. Nous, on prend les jeunes à partir de 14 ans ici en suivi personnalisé. Pourquoi? Parce que c'est important de développer ces habitudes-là. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 2 octobre 2024. Bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir, Clara. Bonsoir, Claude. La semaine dernière, le directeur général du Centre de services scolaires d'Émile-Île, Roch-André Malo, a tenu un point de presse. C'était dans le contexte de la rentrée. Qu'est-ce qu'on a appris? Oui, Claude, eh bien, les deux grands sujets de l'heure qui touchent le milieu scolaire, on le sait, ce sont la pénurie de main-d'œuvre et la croissance du nombre d'élèves. C'est donc l'occasion pour le CSSMI de faire une mise à jour dans ces grands dossiers en début d'année scolaire 2024-2025. Bon, d'abord, la main-d'œuvre, comment ça se présente au CSSMI? Alors, je commence par vous présenter les chiffres. Claude, en date du 23 septembre, ce sont 35 postes d'enseignement qui sont vacants ou une équivalence de 24 tâches à temps plein. Pour ce qui est des postes de professionnels, que ce soit des orthophonistes, des psychoéducateurs ou des conseillers en orientation, par exemple, on parle de 26 postes pour une équivalence de 10 tâches à temps plein. Selon Roch-André Malo, la situation est bien plus sous contrôle que lors de la rentrée 2023. Le devancement de la date butoir des affectations au 8 août y est pour quelque chose d'après lui, mais les efforts pour recruter des employés seraient les plus importants jamais déployés par le Centre de services scolaires jusqu'à maintenant. Une campagne de recrutement massive a été mise en place dans les derniers mois et 4000 entrevues ont été réalisées avant la rentrée scolaire. Pour M. Malo, c'est une réalité à laquelle il faut s'habituer pour les prochaines années, mais il juge que pour 83 établissements, le nombre de postes vacants n'est pas dramatique non plus. Il y a tout de même un autre secteur où la pénurie de personnel se fait sentir, c'est celui du personnel de soutien. Oui, Claude, c'est donc tout ce qui a trait aux surveillants de dîner ou de services de garde, par exemple. Ce sont 177 postes qui sont à pourvoir, ce qui équivaut à 151 tâches à temps plein. Et comment on peut expliquer ça? C'est le projet d'aide à la classe qui a été mis en place en 2022 pour améliorer le ratio de personnel par enfant, pour mieux les encadrer, ce qui demande plus de ressources qui expliquerait ça. On écoute à ce propos M. Malo, directeur général du CSSMI. La situation, si on remonte à il y a 2 ans, bien, au lieu, j'ai peut-être un ratio de 1,25 dans certaines écoles, où j'avais un ratio de 1,45 il y a 2 ans. Donc, on n'est pas en vulnérabilité de sécurité. On est bien mieux positionné. Par contre, c'est encore des postes qu'on doit combler. Puis je tiens à vous rassurer, il y a beaucoup de postes là-dedans, que c'est des postes de quelques heures. Ce n'est pas les postes les plus alléchants qui restent à combler, bien entendu. C'est des postes le midi, c'est des postes de fin de journée seulement, c'est des surveillants d'heures. Bon, maintenant, sur le plan de la croissance de la clientèle, quel est le portrait qu'on a brossé? Dans les 5 dernières années, ce sont 3000 élèves de plus qui s'ajoutent à un écosystème scolaire qui est déjà assez peuplé. Le CSSMI est un des centres de services scolaires qui a à sa disposition le moins d'espace par rapport au nombre d'élèves. On évalue à moins de 11 mètres carrés par élève au CSSMI cet espace-là, alors que la moyenne provinciale se situe à près de 15 mètres carrés par élève. Ah, je ne savais pas qu'on compilait ce genre de statistiques. Ouais. Donc, la solution, c'est de construire des nouvelles écoles. Tout à fait. Il y a 2 écoles primaires qui verront le jour pour la rentrée scolaire prochaine en 2026. Une à Mirabel, dans le secteur du domaine Vers-Nord, et une à Blainville, dans le secteur de Chambéry. À part les chantiers déjà existants, M. Malo évalue que le CSSMI se munira de 6 nouvelles écoles dans les 10 prochaines années, 3 primaires et 3 de niveau secondaire. Et la demande pour les classes de francisation est aussi à la hausse. Oui, Claude, tout à fait. Et ça va de pair avec une explosion des inscriptions d'élèves nés hors du Canada. On en comptait 1800 en 2014, 2600 en 2019 et plus de 4000 cette année.
Vous avez des données sur les résultats scolaires aussi. Oui, pour terminer, le CHSMI suit la tendance du reste du Québec. Les résultats en français sont donc à la baisse et en contrepartie, les résultats en mathématiques et en anglais sont à la hausse. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de l'organisme Palliavi et de son événement « Je marche pour toi ». À plus tard, Claude. Le transporteur Exo avise sa clientèle qu'à l'occasion du congé de l'Action de grâce, le lundi 14 octobre, les services seront offerts selon l'horaire du samedi, à l'exception du transport adapté, du transport à la demande et de certaines lignes de train. Les clients sont invités à planifier leur déplacement au moyen de l'application Chrono. Le service de transport adapté sera offert de 6h30 à minuit, alors que le transport à la demande sera disponible de 8h à 18h. Pour ce qui est du train, les lignes 11 et 12 offriront respectivement les services du dimanche et de fin de semaine. Les lignes 13, 14 et 15, quant à elles, seront fermées. La Ville de Sainte-Thérèse a dévoilé sa toute nouvelle bibliomobile le samedi 28 septembre dernier, à l'occasion des Journées de la culture. Le véhicule multifonctionnel a été lancé sous le thème « Découvrez les 1001 possibilités de la bibliomobile parce que tous les chemins mènent à la bibliothèque de Sainte-Thérèse ». Cette initiative permet à la Ville d'aller à la rencontre des Thérésiennes et des Thérésiens pour faciliter l'accès à la culture. Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière du Club optimiste Sainte-Thérèse et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. La deuxième édition de la semaine de la Fondation Hôpital Saint-Eustache est actuellement en cours et se poursuit jusqu'au dimanche 6 octobre. C'est une date importante puisqu'on soulignera ce jour-là le 38e anniversaire d'existence d'un organisme qui joue un rôle fondamental dans la mission de cet hôpital qui dessert la population des Basses-Laurentides. J'en discute avec Georges Potier, porte-parole de la Fondation, et Lynne des Trois-Maisons, qui en est la directrice générale. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être là. Monsieur Potier, porte-parole, c'est un chapeau que vous portez ça depuis un temps, somme toute récent. Les gens vous connaissent comme journaliste à TVA, à l'émission Salut Bonjour pendant plusieurs années. Vous êtes un jeune retraité. Maintenant, pourquoi avoir dit oui à C'est tellement gentil. Quelle belle présentation. J'insiste sur le mot « jeune retraité ». Alors, pourquoi avoir accepté ce mandat? Parce que, pour différentes raisons. Parce que, justement, j'ai pris ma retraite de l'actualité quotidienne il y a un peu plus d'un an maintenant. Puis cet été, avec Alexis Nantel, la Fondation m'a approché pour un projet bien précis, qui est ce voyage caritatif en Crète, donc en Grèce, qu'on veut faire et qu'on va faire, Lynn, hein? C'est officiel maintenant, l'été prochain, du 14 au 22 juin, pour amasser des fonds pour la Fondation, mais pour un objectif très précis, qui est l'achat d'un microscope électronique de haute qualité. On pourra en parler, tout ça. Mais d'abord, c'est pour cette activité-là qu'on est venu me chercher. J'ai dit oui, d'autant plus que je suis, avec ma conjointe, nous sommes, depuis le début de l'année 24, des résidents de Blainville, donc des citoyens et d'éventuels patients de l'hôpital Saint-Eustache. Donc, c'est mon hôpital régional. Mes deux petits-enfants sont nés à l'hôpital Saint-Eustache, ce que ma fille m'a rappelé l'autre jour. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un lien d'appartenance qui me fait plaisir vraiment d'ouvrir, de partager, de développer avec la Fondation et particulièrement avec ce magnifique voyage. Oui, absolument. Madame des Trois-Maisons, donc au moment où on se parle, c'est la deuxième édition de la Semaine de la Fondation. Qu'est-ce qu'on a au programme? Il y a des activités de la communauté. Exemple, Tokara, il y a une conseillère qui vend des bijoux et qui remet des profits à la Fondation. On a au bureau la vente de bas qu'on appelle rigolo. On a plein d'activités, mais je ne peux pas toutes les nommer, mais il y a plein d'entreprises qui vendent Boston Pizza, vendent des cartes pour enfants. Il y a plein d'activités. Et tout ça dans le but d'amasser un montant symbolique là, de 3 800 $ qui a l'air tout petit à côté du bilan qu'on va faire des 38 années de la Fondation. 25 millions de dollars, c'est absolument fabuleux, très impressionnant. Pour nous montrer l'importance du travail là, que la Fondation fait depuis toutes ces années-là, rappelez-nous quelques-uns des faits saillants de ces 38 années-là en termes de collaboration là, des projets importants. Bien, pour vous dire, justement, la médecine nucléaire vient d'ouvrir il y a de cela quelques semaines. La Fondation a donné 1 million de dollars pour l'achat de la caméra Gamma, une des caméras Gamma. On a aussi acheté un terrain fait construire, le 14 boulevard industriel, où il y a un centre de cancérologie et de l'hémodialyse. 2 services qui n'étaient pas offerts avec la médecine nucléaire pour les résidents des Basses-Laurentides. D'accord. Vous avez le jeudi 24 octobre un autre événement important qui s'appelle l'Octoberfest. Oui, ça Comment ça se présente? À qui ça s'adresse? C'est un partenaire, FARSA, qui
hyper impliqué dans la communauté, qui a décidé d'organiser un événement au profit de la Fondation. Donc, c'est un Oktoberfest qui a lieu à la cabane Farsa et c'est pour tout le monde. Il va y avoir des huîtres, il va y avoir de la choucroute, des saucisses, il va y avoir du bœuf, une station avec boissons, vin et bière, évidemment. Oktoberfest dit bière. Donc, c'est pour toute la population, c'est 200 $ tout inclus, avec un reçu fiscal qui peut être donné à la fin, d'un certain montant, parce que les dépenses ne sont pas incluses dans le don fiscal, évidemment. D'accord. Je reviens à votre projet de voyage. Il y a des photos sur le site Web qui donnent très envie d'y aller. Vous allez tenir une activité d'information qui s'en vient le 15 octobre. Le 15 octobre, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le lancement officiel? En tout cas, c'est là qu'à l'Hôtel Impérial, ici à Saint-Eustache, on va donner tous les détails. Déjà, il y a des inscriptions de gens qui veulent en savoir plus, des gens qui connaissent la Fondation, qui sont intéressés par un voyage caritatif. Ils ne seront pas déçus, là, parce que quand on regarde la documentation que j'ai entre les mains, qu'on va partager, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a déjà des photos que vous avez pu voir. Ouais. Bon, la Grèce, ça fait rêver en partant, c'est magnifique. On va là au mois de juin prochain, donc avant les grosses chaleurs. On va être un peu en montagne, donc il va faire encore plus frais par moment. Moi, j'ai posé la question dès le départ, quand Alexis Nantel m'en a parlé, c'est lui le guide, le spécialiste de la randonnée en montagne et tout. Je disais, est-ce que moi, je peux faire ça? Est-ce que les gens à la maison peuvent faire ça sans être des athlètes? Tout de suite, la réponse, ça a été oui. C'est un niveau débutant intermédiaire. On ne monte pas l'Everest, là. On va faire un peu de montagne, beaucoup de randonnées, une moyenne de 5-6 heures par jour pour ramasser de l'argent pour la Fondation. Les gens seront briefés, seront bien informés, bien avant le départ, évidemment. Il y aura même 2 sorties d'entraînement. Exact. Alors, on ne fait pas ça à peu près, là. Ça va être une belle activité, puis on va s'en reparler en détail le 15 octobre. Bien, on invite les gens à participer à cette activité-là. Puis, en terminant, je rappelle qu'on peut contribuer financièrement à la Fondation en tout temps. Hein? Absolument. C'est très facile. On va sur votre site Web, on fait un don, et en même temps, on peut prendre compte de toutes les réalisations que vous avez faites depuis 38 ans. Georges Pottier, l'Île des Trois-Maisons, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Les conseils régionaux de l'environnement de Montréal, de la Montérégie, de Laval et des Laurentides annoncent le lancement de la charte d'engagement pour la protection du lac des Deux-Montagnes. Cette initiative marque un tournant décisif dans la protection de cet écosystème. Jusqu'à maintenant, la charte a recueilli le soutien de 26 signataires. L'événement de lancement a rassemblé une 50aine de représentantes et représentants du milieu municipal, environnemental et récréo-touristique. Clara Maté-Jonet nous en parlera davantage demain. La Ville de Lorraine accueillera l'organisme Treat Accessibly le dimanche 6 octobre de 13h30 à 16h30 à la place de Toul, là où se trouvera un village d'Halloween accessible aux enfants en situation de handicap. L'organisme, en association avec Canadian Tire, Remax Canada, Kinder Canada et Pet Value, veut rendre la chasse aux bonbons accessible à travers le Canada. Cette année, Treat Accessibly organise 9 villages d'Halloween aux 4 coins du pays, dont un seul au Québec. Les familles peuvent s'inscrire gratuitement à cet événement. L'activité physique, évidemment, c'est important pour tout le monde, y compris les 12 à 17 ans. À ce propos, Maude Pilon-Bernier a préparé ce qui suit. Nous, on prend les jeunes à partir de 14 ans ici en suivi personnalisé. Pourquoi? Parce que c'est important de développer ces habitudes-là. Puis aussi, ce qu'on a fait, c'est une petite salle de jeu pour que les enfants aient envie de mettre le pied dans le gym puis de venir ici avec leurs parents. Puis je pense qu'en voyant leurs parents bouger comme ça au quotidien, de venir au gym, bien, ça fait partie maintenant de leur vie puis ils trouvent ça normal. Puis ils ont le goût aussi d'essayer, de toucher à tout, d'essayer les appareils, tout ça tranquillement, sous supervision évidemment. Mais on veut qu'ils prennent goût à ça. Mais il y a aussi des adolescents qui viennent. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent les services de ton gym à ce moment-là? Souvent, c'est pour leur performance sportive. Fait qu'ils font un sport, exemple, du soccer, puis ils veulent avoir un meilleur cardio ou quoi que ce soit. T'sais, ça peut être du vélo, ça peut être n'importe quoi, mais ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller optimiser leur performance sportive. C'est pas, tu sais, si un jeune venait nous voir pour faire, exemple, du bodybuilding plus tard, ça serait pas nécessairement notre créneau. Donc, nous, on veut surtout optimiser les performances puis le faire pour l'aspect santé de la chose aussi. S'assurer d'éviter les blessures qu'il pourrait y avoir parce que le sport prend peut-être un peu plus de place à cet âge-là, justement. Oui, exactement. Dans le fond, on commence avec l'Académie Sainte-Thérèse en parascolaire dans une semaine, en fait. Donc, on commence 2 soirs semaine. On va aller superviser les séances de musculation dans le gym. C'est nous qui créons les programmes des jeunes aussi. Donc, on part un 20 semaines avec eux où est-ce qu'on va leur montrer
toutes plein de méthodes de s'entraîner, de bien s'entraîner aussi. Et ça va être dans le but de prévenir les blessures dans leur sport, mais aussi d'avoir une bonne musculature puis d'éviter les blessures plus tard. En fait, notre club de course, c'est les vendredis matins à 6 heures et c'est vraiment pas axé sur la performance. Il n'y a pas de chronomètre. Il y a plusieurs petits groupes qui se forment, mais dans tous les cas, on attend les dernières personnes. Le but, c'est vraiment de compléter le 5 km, que ce soit un peu à la marche, un peu à la course ou que ce soit vraiment en courant le plus possible puis en essayant de se donner un défi personnel. Mais ça crée vraiment une belle communauté puis tout le monde est là pour s'encourager. Qu'est-ce que vous faites pour entertainer, pour justement faire en sorte que les gens se sentent pas nécessairement plus lents que d'autres ou ne sentent pas la pression de la performance? Comment vous installez ça à travers le club de course? Bien, toute l'équipe est là les vendredis matins, donc ça permet qu'il y ait des coachs qui aillent avec les plus rapides, puis qu'il y en a qui restent avec ceux qui sont derrière, justement, pour ne pas les laisser tout seuls. Donc, l'équipe se divise, puis évidemment, c'est sûr qu'on ne laissera personne derrière. On ne va pas mettre de pression. S'ils ont besoin de marcher, on marche à côté d'eux. On va les encourager aussi, mais dans tous les cas, ils ne resteront pas tout seuls. En fait, on a 3 forfaits. Donc, il y a l'accès libre avec un minimum de suivi, c'est-à-dire qu'on va regarder les performances que nos clients ont eues à chaque mois, mais il n'y aura pas de programmation qui est faite, il n'y aura pas de suivi en nutrition. Sinon, on a le suivi personnalisé. Donc là, à ce moment-là, oui, le client, on fait un suivi à tous les mois, mais il est suivi autant au niveau de l'alimentation, autant au niveau des programmes d'entraînement. On va faire un petit check-in avec eux chaque semaine, s'assurer que tout est en ligne avec leur progression. Et on a le forfait encadrement complet, où est-ce que là, c'est plus quelqu'un qui partirait de zéro, qui ne s'est jamais entraîné dans un gym, ou quelqu'un qui a besoin des rendez-vous pour être là. Donc, ce qu'on veut avec ça, c'est vraiment de tenir la main serrée à notre client au début, puis de tranquillement la relâcher, puis de l'amener vers l'autonomie. Donc, on commence avec plus de séances privées, on diminue au fil des mois. Puis après ça, les derniers mois de son contrat, il termine en suivi autonome. Donc, on s'occupe de sa programmation et tout, mais il s'entraîne par lui-même. Nos clients s'entraînent en privé. Donc, les gens se croisaient, ils commençaient à avoir une petite communauté qui se formait parce que, bon, ceux qui s'entraînent aux mêmes heures le matin se croisent à tous les matins ou bref, les mêmes journées. Mais on voulait renforcer ces liens-là entre les gens, renforcer l'aspect communautaire. Donc, on a créé un petit smoothie bar pour que, après leur entraînement, les gens puissent venir prendre leur smoothie, échanger ensemble. On travaille beaucoup avec des entrepreneurs, des professionnels. Donc, souvent, les gens, ils peuvent échanger ensemble. Tous nos clients, ils ont un pourcentage de rabais sur les suppléments. Mais tout le monde peut entrer et venir acheter des suppléments ou des collations. On avait remporté le prix de nouvelle entreprise de l'année au mois de mai 2023. Puis on était finaliste aussi l'an dernier au Gala Stellar. Oui, on a pu te voir. Tu t'amuses en robe de soirée à faire des push-ups lors de cet événement populaire de la Chambre de commerce. Félicitations. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années, Marie-Pierre, à toi, ton équipe et ton entreprise? Bien, encore plein de projets comme ça. Il y a plein de choses auxquelles j'aurais pas pensé quand j'ai ouvert le gym, que c'est comme des belles surprises là, à tous les jours comme ça. Fait que, oui, plein de nouveaux projets. J'avais vraiment hâte de visiter les locaux du gym Journey Training et je suis pas déçue. On ressent l'ambiance d'une très grande communauté dans l'entreprise. Les entraîneurs sont spectaculaires. Le gym est vraiment incroyable. Tout est nouveau, tout est beau, tout est utile. J'ai adoré l'essayer et je vous invite à en faire tout autant. Venez le visiter, venez rencontrer ces gens professionnels. L'essayer, c'est l'adopter. Nous, on se revoit très bientôt. À la prochaine! Jusqu'à tout récemment, à l'emploi des Panthères de Saint-Jérôme, le Mirabellois Marc Pétrin vient de changer d'adresse. Le thérapeute du sport fait désormais valoir son expertise avec l'organisation des Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est un plaisir de l'accueillir à l'émission. Monsieur Pétrin, bonsoir. Bonsoir. Bien, on va commencer, par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute du sport? Un thérapeute du sport... c'est un professionnel de la santé qui se spécialise en prévention, réhabilitation de blessures musculo-squelettiques plutôt, pardonnez-moi. Fait que je te dirais que l'essentiel là, tourne autour de ça pas mal, que ce soit avec des athlètes ou avec la population plus générale au niveau clinique. OK. Ça sonne un peu comme une évolution spectaculaire de ce qu'on appelait autrefois le soigneur, là. Avec beaucoup plus de diplômes et de formation. Mais dites-moi, je sais que vous êtes attaché en permanence à l'équipe des Cataractes. À quoi ça ressemble la journée type d'un thérapeute du sport justement dans une organisation comme les Cataractes?
On arrive tôt, les membres du staff, le hockey, on arrive plutôt, évidemment, avant les joueurs, tôt le matin, planifier la journée, planifier l'horaire. En ce qui me concerne, moi, c'est vraiment de planifier l'horaire des traitements, les gars qui ont besoin de petits tune-up, comme on dit, que ce soit autant au niveau de la réhabilitation de blessures ou au niveau de la prévention. Fait que ça commence là. Après ça, il y a l'entraînement matinal. Là, on parle pour une journée typique là, où on n'a pas de match. Après ça, les gars vont avoir un entraînement en gymnase, duquel je supervise de temps en temps. Là, on a des préparateurs physiques qui sont là aussi pour nous aider. Fait que les gars sont bien encadrés à ce niveau-là. Puis après ça, je dirais que ça s'étire jusqu'à généralement un petit peu après le dîner. Une fois que tout ça est terminé, les joueurs, souvent, ils vont avoir une période d'études de ceux qui sont à distance, sinon les autres vont aller à l'école. Puis nous autres, on continue avec notre paperasse là, puis notre préparation pour les matchs de la fin de semaine. Dans le monde du hockey, où les blessures sont assez fréquentes, est-ce qu'on fait plus souvent de la gestion de blessures que de la prévention? Dans un monde idéal, ce serait plus de prévention que de gestion. Mais je dirais, ça dépend. Ça va varier beaucoup selon la période de la saison. Est-ce que c'est une période où on a un grand volume, que ce soit d'entraînement ou de match, il y a vraiment une variation là, à ce niveau-là. Jusqu'à quel point, justement, on peut préparer un corps à encaisser les chocs, les élongations, les commotions, tout ce qu'on peut subir quand on pratique un sport rapide et robuste là, comme le hockey? C'est sûr que, comme vous le mentionnez, le hockey, c'est un sport c'est un sport de contact, c'est un sport qui est très difficile physiquement. Il y a une limite quand même à ce qu'on peut faire au niveau de la préparation. On peut les mettre dans les meilleures conditions possibles, que ce soit au niveau musculaire, au niveau cardiovasculaire. Évidemment, il y a des chocs, il y a des contacts, il y a du trauma qui va arriver pendant le match qu'on peut pas nécessairement prévoir. Oui, des accidents. C'est vraiment de les mettre dans la meilleure condition possible pour minimiser l'impact de ces contacts-là. Voilà. On l'a dit, vous venez de quitter les Panthères de Saint-Jérôme. Ça, c'est une équipe qui évolue dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Votre carrière, donc, suit une certaine évolution. Qu'est-ce que vous apportez avec vous qui sera bénéfique là, pour les joueurs des Cataractes? Je dirais que c'est les années passées là, ça a commencé avec un stage universitaire. C'est beaucoup d'expérience qui est juste au début comme stagiaire, de pouvoir être là, de pouvoir observer comment ça fonctionne. C'est de l'expérience que tu emmagasines, puis après ça, tu commences à appliquer tous ces trucs-là, ce que t'as appris. Puis c'est l'expérience. Ouais. C'est vraiment de pouvoir appliquer tout ça, puis après ça, de pouvoir amener ça au niveau supérieur. Évidemment que c'est toujours l'objectif. Oui, c'est ça. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, même, il y en a plusieurs qui espèrent accéder à un niveau supérieur. Est-ce qu'un thérapeute du sport peut avoir le même genre d'ambition? Absolument, oui. Absolument. C'est beaucoup évidemment, il y a pas... ça inclut beaucoup de déplacements, puis pas nécessairement de travailler dans la ville où tu as grandi. Fait que c'est pas des engagements que c'est tout le monde qui est prêt à prendre, mais évidemment que autant pour les membres du coaching staff là, que pour les thérapeutes, que pour les gérants d'équipement, je pense qu'il y en a beaucoup que l'objectif final, c'est toujours de monter, de gravir les échelons puis de monter au niveau supérieur. Écoutez, c'était très intéressant. En terminant, j'invite les gens qui voudraient en savoir davantage sur votre métier à consulter le site web de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec. Vous êtes des professionnels de la santé. Marc Pétrin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Clara, l'organisme Palliavi a tenu son événement caritatif « Je marche pour toi » dimanche dernier. Ça, c'était à Saint-Jérôme. Les caméras de TVBL étaient là. Oui, Claude, et je vous présente ce soir notre reportage à ce sujet. La mission de Palliavi, dans le fond, c'est d'offrir des soins et des services à des personnes atteintes de cancer, de maladies dégénératives à issue terminale, des personnes endeuillées. Ce sont les services d'accompagnement de Palliavi qui s'en occupent. Et nous avons aussi la maison de soins palliatifs, qui, elle aussi, est située à Saint-Jérôme, qui accueille des patients qui ont un pronostic de vie de moins de 3 mois et qu'on les accueille à la maison de soins palliatifs.
Palliavi est privilégié d'avoir la communauté qui organise des événements ou encore des événements qui sont organisés par la Fondation Palliavi. Et aujourd'hui, bien, c'est la marche, donc Je marche pour toi, au profit de la Fondation Palliavi. La Fondation Palliavi, à ce moment-là, c'est l'entité qui recueille les sommes et qui peut, à ce moment-là, verser des sommes en dons à Palliavi, donc que ce soit tant au service d'accompagnement qu'à la maison de soins palliatifs. La marche Je marche pour toi, c'est une activité qui est organisée par la Fondation pour récolter des sous auprès du grand public. Donc, ce sont des gens qui ont perdu une personne proche, un être cher, dans la dernière année ou encore dans les dernières années, et ils viennent marcher à la mémoire de cette personne-là. Donc, non seulement c'est une activité au profit de Palliavi, mais c'est une activité pour les gens, pour les personnes endeuillées, les personnes qui ont perdu une personne proche, et qui donc, une activité qui est organisée pour la communauté. Et à ce moment-là, ça permet à Palliavi de poursuivre sa mission et de redonner à sa communauté en continuant d'offrir des soins et des services qui vont être sans frais pour les gens qui sont accueillis. Aujourd'hui, c'est la 7e édition de Je marche pour toi. Donc, on attend plus de 350 personnes aujourd'hui avec 2 grands partenaires pour l'événement. Trica, qui a mobilisé ses employés, qui a mobilisé les gens autour d'eux, et Riobel aussi, qui est le partenaire principal de l'événement, qui, pour une 3e année consécutive, mobilise ses employés et que leurs employés à l'interne se mobilisent et ramassent des sous pour redonner et payer une contribution spéciale pour la marche à titre de partenaire. Donc, 350 personnes qui vont pouvoir marcher à la mémoire d'une personne chère aujourd'hui, en plus de ramasser des sous pour la Fondation et Palliavi. Ce qui est important d'ajouter, c'est que ces activités-là sont organisées, oui, par Palliavi, mais il y a des activités qui sont organisées par des gens de la communauté pour redonner. Ça, c'est un cadeau direct à la Fondation, mais en même temps, c'est en faisant des activités comme ça qui rejoignent la population, qui rejoignent la communauté des Laurentides, qu'on peut présenter les soins, présenter les services, présenter ce qui est offert pour eux, donc depuis plus de 40 ans maintenant. C'est une cause qui est extraordinaire. Vous le savez, les soins de fin de vie, les soins palliatifs au Québec, on est en train vraiment de rehausser toutes nos équipes de soins palliatifs pour répondre aux besoins des Québécois, Québécoises. Et donc, ici à Saint-Jérôme, aujourd'hui, je suis tellement contente parce qu'on est avec Palliavi. Il y a une très belle mobilisation et puis c'est extraordinaire. Alors, tout le monde se mobilise pour s'assurer que Palliavi et que la maison de soins palliatifs ait les ressources nécessaires. Premièrement, ça fait connaître ce que c'est être en soins de fin de vie, avoir une maladie. Premièrement, donc, il y a une connaissance à ce niveau-là. Puis les soins palliatifs, c'est souvent des soins d'accompagnement, alors qu'ils peuvent s'étirer sur quelques années. On a des exemples aujourd'hui d'un monsieur qui est en rémission. Sa jeune fille de 11 ans est là pour ramasser des fonds. Alors, vous savez, les soins palliatifs, c'est des soins en lien avec la vie tout court. Et puis, c'est vraiment extraordinaire. Ils ont une approche centrée sur les personnes. C'est ce qu'on doit faire. On doit multiplier ce genre de projet un peu partout au Québec. Je voulais marcher 3 km, mais finalement, je suis en train de changer d'idée. Je vais marcher plus que ça parce que, en fait, j'ai du temps aujourd'hui. Les gens sont heureux d'être ici. Il y a de l'ambiance. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, Claude, c'est une somme record de 92 000 $ qui a été amassée lors de l'événement de dimanche. Et c'est sans compter l'annonce d'un financement de 50 000 $ octroyé par la ministre Bélanger pour la construction du centre de jour spécialisé en soins palliatifs. Merci beaucoup, Clara. On se revoit demain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Après la pause, rejoignez Mylène Martin pour l'émission Yoga Découverte. Bonne soirée. Thank you.